Avec vous, Hélène Frade. Bonjour, Hélène. Bonjour, Pauline. Dans la presse, donc, ce matin, l'annonce attendue de l'Allemagne qui serait sur le point d'accepter de livrer ses chars Léopard à l'Ukraine. Après des mois et des mois de débats, pour ne pas dire de tergiversation et de pression, le chancelier Scholz aurait effectivement finalement accepté de répondre à la requête de Kiev. C'est en tout cas ce qu'affirment depuis hier plusieurs médias allemands, dont le Spiegel, qui annonce que la décision est prise et que le gouvernement allemand va aussi autoriser l'exportation de chars Léopard appartenant à d'autres pays, dont la Pologne. D'après le Frankfurter Allgemeine Zeitung, les Pays-Bas et le Premier ministre néerlandais Mark Rutte envisagent également de mettre à la disposition de l'Ukraine 18 chars de combat Léopard, emboîtant ainsi le pas à la Pologne, mais aussi à la Finlande et au Portugal. Et cette annonce, vous l'avez dit, intervient au moment même où la presse américaine annonce de son côté que la décision de l'administration Biden d'envoyer un nombre important de chars Abrams en Ukraine, une décision qui pourrait d'ailleurs être officialisée dès aujourd'hui, d'après le Wall Street Journal, qui parle d'une trentaine de chars. C'est un chiffre qui est confirmé par le Washington Post, autre grand quotidien américain, qui précise qu'il est toutefois peu probable que ces chars américains arrivent au printemps prochain, c'est-à-dire lorsque l'Ukraine lancera sa grande contre-offensive pour récupérer les territoires occupés par la Russie. Comment est-ce que la presse internationale réagit à ces annonces ou à ces annonces d'annonces, Hélène ? Au Royaume-Uni, The Guardian évoque la décision historique de l'Allemagne d'envoyer ses chars en Ukraine, tandis que le Financial Times, autre quotidien britannique, présente la concession de l'Allemagne, tardive concession apparemment de concert avec les États-Unis, comme un coup de pouce important pour l'effort de guerre de Kiev. Le journal italien La Repubblica parle, lui, d'un tournant, d'une escalade du conflit en Ukraine et de la décision de la Maison-Blanche de ne pas laisser les gouvernements qui se sentent les plus menacés par la Russie de perdre confiance dans le bouclier de l'OTAN ou pire encore, je cite, de décider de lignes d'action autonomes. La Repubblica qui prévient néanmoins que la contre-offensive ukrainienne ne sera pas facile car les Russes ont eu le temps, depuis un an, de mettre en place une triple barrière défensive et peuvent compter, on le sait désormais, sur l'appui des quelques 300 000 soldats réservistes qui ont été mobilisés récemment. Moscou, Hélène, qui peut aussi compter sur les combattants du groupe paramilitaire Wagner, dont le patron, Evgeny Prigojine, est l'objet d'une enquête édifiante à retrouver dans le Financial Times aujourd'hui. Le quotidien britannique raconte comment les bons et loyaux services de cet homme envers le Kremlin lui ont permis de décrocher toute une série de concessions qui ont fait de son entreprise une multinationale minière se livrant, selon le gouvernement américain, au commerce de l'or, de diamants, de pétrole et de bois à travers la Syrie, le Soudan et la République centrafricaine. Ces activités, on le sait, ont valu à Prigojine de se retrouver dans le collimateur des gouvernements occidentaux dont il tente de contourner les sanctions via des cabinets d'avocats prestigieux à Londres et à Washington, eux-mêmes critiqués pour avoir accepté, je cite, de représenter un gangster qui tente d'utiliser les tribunaux occidentaux comme un outil de guerre asymétrique au profit de l'État russe. Un mot à présent, Hélène, de la rentrée sociale en Allemagne, où les négociations entre les syndicats et le patronat sur les salaires du secteur public ont commencé ces dernières heures. On évoque beaucoup, notamment sur cette antenne, la grogne sociale en France et au Royaume-Uni, mais le phénomène se développe également outre-Rhin, d'après Courrier International, qui fait état d'un possible blocage et de moments difficiles à venir en Allemagne, où les postiers sont déjà en grève pour des augmentations de salaire depuis la semaine dernière. En Tunisie, la centrale syndicale UGTT appelle à une grève dans les transports de 48 heures à partir d'aujourd'hui. C'est ce qu'indique, en tout cas ce matin, le quotidien tunisien Le Temps, qui rappelle que le pays connaît une série de grèves depuis le début de cette année. Le quotidien français L'Humanité évoque un mouvement social pour s'opposer au chantage, je cite, du FMI, dont la Tunisie attend, on le sait, près de 2 milliards de dollars d'aide, dans un contexte politique sous haute tension, avec le deuxième tour ce dimanche des législatives, à l'issue desquelles le président Kais Saied entendrait mettre la touche finale à un système qui lui accorde désormais tous les pouvoirs, dans la foulée de son coup de force
du 25 juillet 2021, d'après l'Humanité. On ne se quitte pas là-dessus, Hélène. Avant de vous dire à tout à l'heure, Pauline, je voulais partager avec vous cette très très jolie photo. Alors, savez-vous de quel oiseau il s'agit? C'est un bouvreuil pivoine femelle, délicatement assis sur une branche de sorbier. Un cliché délicat retenu par Le Monde pour illustrer le bilan qui a été dressé à l'issue d'un des plus importants programmes de sciences participatives grand public en France. Un recensement réalisé par des milliers de volontaires à travers 100 000 jardins français. Selon ce recensement, il apparaît que 41% des espèces d'oiseaux observées ont vu leur effectif diminuer au printemps ces 10 dernières années. De moins en moins de mésanges, vous l'avez sans doute vu, Pauline, de merle noir, de mésanges bleus, ou de bouvreuil pivoine aussi. En revanche, on compterait de plus en plus en hiver certaines espèces comme les perruches à collier et les pigeons ramiers. Très loin de ces jardins français, à Bombay en Inde, qui est l'une des villes les plus peuplées du monde. Ce sont des flamants roses, Pauline, qui déferlent désormais chaque hiver, un phénomène récent, selon Courrier International, qui raconte comment la croissance de la ville dans les années 70 et 80 a entraîné une augmentation du volume des eaux usées et non traitées, qui, à leur tour, favorise la prolifération des algues, qui sont la nourriture préférée des flamants roses. Bref, la ville s'est transformée au fil des années en immense garde-manger pour échassiers. Merci beaucoup, Hélène, pour cette revue de presse. Et à tout à l'heure dans Paris Direct.